Pourquoi devient-on artiste ? Quelle motivation pousse des comédiens, des comédiennes, musiciens, musiciennes, auteurs, autrices, metteurs en scène, disons, ces êtres hors du commun, à monter sur une scène, à partager des émotions et à se livrer avec bonheur avec la foule ? Pendant un peu moins d'une heure, un artiste en lien avec le Grand Théâtre de Provence, le Jeu de Paume, le Gymnase ou les Bernardines se livre simplement à ce micro. Un entretien sans phare, un dialogue à nu, à travers les 4 lieux emblématiques du groupe Les Théâtres, dirigé par Dominique Bluzet, entre Aix-en-Provence et Marseille. Une programmation riche et multiple, danse, musique, théâtre, cirque, humour sur un territoire de création. Quel beau terrain de jeu pour une journaliste comme moi. Vous entendrez des voix parler des arts de la scène bien sûr, mais aussi de parcours, de l'enfance, de combats, de désirs parfois et de doutes aussi. Mieux comprendre la vie d'artiste, voici le but de notre podcast. Je m'appelle Mélanie Masson et je vous invite à entrer dans le monde merveilleux de la scène, là, maintenant, tout de suite. Le son de la scène, une série de podcasts imaginés par les théâtres. De la musique avant toute chose, voici peut-être ce qui pourrait définir notre invité, violoniste préféré des Français, on peut le dire aussi, directeur artistique du Festival de Pâques depuis 2013. Il est aussi depuis 2021 le directeur de l'Orchestre de Chambre de Lausanne. Mais que peut bien arrêter Renaud Capuçon ? C'est la question qu'on se pose souvent. Comme un sportif de haut niveau, il enchaîne les concerts par an, passionné, rigoureux. Il découvre le violon, je crois, par hasard. Le hasard fait donc parfois bien les choses et il n'y a pas de hasard pour qu'il soit l'invité du son de la scène. Alors accordez les violons et partons à la rencontre de Renaud Capuçon. Bonjour Renaud. Bonjour. Merci d'être avec nous dans le son de la scène. On a un petit peu le temps. On est au cœur du Grand Théâtre, dans un petit salon. Ce Grand Théâtre que vous connaissez bien. Qu'est-ce que ça vous fait toujours de revenir régulièrement ici ? Alors, ce qui est étrange, c'est quand je viens hors festival, ce qui Ouais. m'arrive pendant la saison ou là pour ces victoires de la musique, j'ai l'impression d'être à Pâques, en fait. Voilà, parce que c'est totalement. Ce Grand Théâtre est totalement associé au Festival de Pâques qui se passe depuis 2013 maintenant. Vous vous souvenez de la première fois où vous rentrez ici ? Oui, je me souviens très bien. J'avais rencontré Dominique Bluzet, il m'a fait visiter le théâtre et j'ai été bluffé. J'avais déjà entendu un concert de l'Orchestre Philharmonique de Berlin, mais simplement en tant qu'auditeur. Et je me souviens avoir été d'abord impressionné par le lieu en écoutant ce concert. Et quand Dominique m'a fait visiter le théâtre, là j'ai été conquis. Oui. Qu'est-ce qui vous touche ici ? Puisque vous en connaissez des salles de concert, Ben, des ce qui me théâtres. touche ici, au-delà de la salle, c'est l'équipe. Il y a une équipe autour de Dominique qui est extraordinaire, unique au monde, de par son professionnalisme et sa chaleur humaine et son sens de l'accueil. Ça, c'est une chose que tous les artistes ont pu noter. Et moi, je l'ai vécu immédiatement en arrivant ici et je le vis au fil de l'année, puisqu'on travaille quand même beaucoup ensemble. Les débuts, vous découvrez le violon par hasard. Est-ce que c'est une légende, ça, ou est-ce que c'est vrai ? Non, il n'y a pas de légende. C'est du hasard et pas du hasard. C'est ma mère m'inscrit à un cours de méthodes actives. On écoute de la musique, une dame joue au piano, on chante. Voilà, j'avais à peine 4 ans. Et ma mère demande à cette dame, quel instrument vous pensez pour mon fils ? On se pose des questions, on aimerait savoir un conseil. Et elle dit, écoutez, il a l'oreille absolue, faites-lui faire du violon. Ouais. Et voilà comment je fais du violon. Donc, c'est pas un hasard, parce que cette dame a parlé du violon parce qu'elle avait diagnostiqué une bonne oreille, mais aussi bien, quelqu'un d'autre aurait pu dire du saxophone ou de l'accordéon. Et voilà, donc c'est aussi un peu du hasard. C'est pas vous qui choisissez l'instrument, alors ? C'est-à-dire que moi, j'avais envie de faire de la musique, je crois, mais j'avais pas exprimé de souhait particulier. Et par contre, quand on m'a proposé le violon, j'ai tout de suite adoré ça. Vous avez accroché directement. Exactement. C'est vrai que c'est plutôt le ski, vous, votre enfance, en bon savoyard. J'ai commencé le ski un peu avant le violon, oui. Et puis, on skiait toutes les vacances, à Noël, en février, à Pâques. Puisque mes grands-parents habitaient Bourg-Saint-Maurice et qu'on allait skier aux Arcs, qui était juste un coup de funiculaire. Donc, oui, le ski, la neige, la montagne font partie de mon enfance, vraiment. Violoniste l'été, skieur l'hiver. C'est ce que je disais à l'école, oui, quand on me demandait ce que je voulais faire. Ouais. Renaud Capuçon, justement, est-ce que le ski, qui est un sport contraignant, parfois difficile aussi, vous aide dans votre manière de faire de la musique ou pas du tout ? Est-ce qu'il y a souvent un parallèle entre la compétition sportive et la compétition musicale, entre guillemets ? Alors, je remets les choses à leur place, je ne fais pas du tout de compétition Non, sportive. bien sûr, non. Mais c'est vrai que là, j'ai skié il n'y a pas très longtemps. Il y a peut-être un phénomène commun qui est la beauté, la liberté, le dépassement de soi. Il y a plein de choses qu'on peut Et le mettre travail commun. en Le amont, travail, bien sûr. Mais avant cette légèreté-là. oui, quand mais même. je dois dire que je fais du ski avec un grand bonheur et je me sens libre au ski et je travaille pas du tout mon ski, alors que le violon, je travaille tout le temps. Donc ça reste... le ski, c'est un peu comme le vélo, quand on sait en faire, en tout cas à mon niveau, qui est un niveau tout à fait honorable, mais pas du tout de compétition. Mais c'est vrai que
quand on est au milieu d'une montagne sublime avec une neige magnifique et un temps splendide, là, on tutoie les étoiles. Oui. Mais je me demandais, au fond, bon, avec le niveau que vous avez aujourd'hui, cette facilité quand vous jouez aussi, en tout cas, ce qui apparaît sur scène, vous travaillez tous les jours. Il n'y a pas un jour où vous ne faites pas de violon, de musique. Il y a bien sûr des jours où je ne joue pas parce J'espère. qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire et puis parce que la vie, j'ai une vie de famille, parce que je voyage, parce que je fais plein d'autres choses. Euh, mais par exemple, pour une journée comme aujourd'hui, il y a un concert ce soir, j'ai travaillé très tôt ce matin. Moi, je suis plutôt du matin, donc j'aime bien travailler assez tôt pour dégager ensuite des moments dans la journée où je peux voir des gens, avoir un déjeuner, etc. Pas commencer à me mettre au travail à 13 heures. Mm. Donc j'aime vraiment anticiper les choses. Et les jours où je dois travailler parce que j'ai une échéance et qu'il faut que je sois prêt, en fait, il n'y a pas d'horaire. Je peux travailler la nuit, je peux travailler très tôt le matin, très tard le soir. Il faut que simplement, l'objectif, c'est d'être prêt Et et, d'être immergé aussi. et d'être immergé. Ouais. Et quand je dis prêt, on n'est jamais prêt, mais d'avoir, en fait, pour moi, être prêt, ça veut dire être capable d'être sur scène et d'être libre. Mm. Et si je n'ai pas cette... c'est comme une sorte de clic, on déclenche ce clic et là on sait qu'on peut rentrer sur scène confiant et qu'on sera libre, à l'aise et capable de vraiment se dépasser. Si on ne franchit pas cette espèce de palier et qu'on est le contrôle, alors là on est un peu coincé et ça Mm. c'est pas du tout agréable. Et c'est le travail, là encore, qui permet Exactement. de se sentir libre et la contrainte aussi, probablement. Quand vous arrivez à 19 ans, je crois, à Berlin, vous vous rendez compte que des violonistes comme vous, il y en a des milliers. Est-ce que c'est un peu décourageant? Pourtant, vous sortez avec un premier prix du Oui, conservatoire. alors j'exagère un peu, il n'y avait pas des milliers à Berlin, mais je me Enfin, rends dans le compte, monde, dans le probablement. monde Ouais. absolument, et je me rends compte en allant à Berlin, qui est une ville où il y a une dizaine d'orchestres, dont le Philharmonique de Berlin, des orchestres extraordinaires, tous les grands chefs, tous les grands solistes passent par là. Je me rends compte effectivement de la montagne qu'il y a devant moi. Alors non pas que j'en Oui, étais pas on revient conscient, au ski. ah, Oui. exactement, non pas que j'en étais pas conscient avant à Paris, parce qu'il y avait aussi des merveilleux violonistes et tout le monde passait aussi par Paris, mais euh, c'est toujours pareil, quand vous êtes ailleurs, vous voyez les choses d'un autre angle. Et puis mon professeur Thomas Brandis voyait dans sa classe passer les plus grands violonistes européens, donc je me suis tout d'un coup retrouvé entouré de talents incroyables, et ça remet vraiment les pendules à l'heure, et ça m'a Mm. permis de faire une sorte de reset dans mon ego en tout cas, et de petits violonistes qui sortaient de Paris auréolés de son premier prix et de son, je sais plus ce que j'avais eu, je sortais du troisième cycle, très jeune, etc. Je me suis retrouvé tout au bas de l'échelle, à tout recommencer et à simplement devoir travailler pour exister. Mm. Et ça, c'est à ce moment-là que tout se décide, que je joue pour Barenboim, que je joue pour Rabado et que ma vie musicale débute très doucement à ce moment-là, mais en même temps, à la fois très doucement et très rapidement, puisque je suis propulsé non pas sur les scènes internationales à ce moment-là, mais au contact de grands musiciens qui me font confiance, et c'est ce qui a généré ensuite toute ma vie musicale. Mm. On revient à cette histoire de soliste aussi. Est-ce que c'est une vie solitaire? Oui, Après, bien sûr, vous l'avez dans le mot, oui, le- seul. exactement, c'est seul, mais moi j'aime jouer, c'est certainement aussi pour ça que j'ai fait autant de musique de chambre Mm. et que je joue avec des orchestres, beaucoup plus que je ne joue seul. Je suis toujours avec un pianiste au minimum, ou un violoncelliste pour un trio, ou un groupe de musique de chambre, ou un orchestre. Alors certes, quand on joue un concerto, on se retrouve ensuite seul dans sa chambre, etc. Mais d'abord, ça s'apprend. Je dirais, on tutoie la solitude, on s'organise, on fait des choses différentes selon ses personnalités. J'ai des amis qui vont au musée les jours de concert, d'autres qui lisent, d'autres comme moi qui dorment, qui se C'est bien reposent et qui aussi. prennent de l'énergie, d'autres qui travaillent non-stop. Chacun a sa façon de se concentrer. Le but ultime, c'est d'être en possibilité comment dire, de s'abandonner complètement au moment du concert. C'est ça, Et en c'est le but. présence aussi avec les autres musiciens. Bien sûr, et de Évidemment, c'est partager la ça qui est musique. beau dans un soliste, c'est quand on sent qu'il y a une réelle complicité avec le reste de l'orchestre. Absolument. L'idée du soliste qui vient et qui est devant et qui joue sa partie sans communication du tout avec l'orchestre ou avec les autres membres de l'ensemble avec lesquels il joue, ça n'a aucun intérêt. Et musicalement, il va pas se passer. C'est comme quelqu'un qui ferait une pièce de théâtre, qui apprendrait un rôle et qui réciterait son rôle sans Tout regarder seul. ses partenaires. Ça n'aurait absolument aucun intérêt. Ouais. Sauf que c'est très probant pour le théâtre. Quand on le dit, on rigole d'ailleurs quand Mm. on en parle comme ça. Et pour la musique, malheureusement, ça se passe parfois.
Et ça peut faire vaguement illusion, mais ça ne tient pas longtemps. Ouais, c'est ça, ça tient pas sur la durée. Non. Renaud Capuçon, vous parliez d'émotion là, hein, quand vous parlez de votre travail, parce que c'en est un. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous rentrez en scène, juste le petit moment d'avant? Est-ce que c'est plutôt l'adrénaline qui C'est prend le l'adrénaline, c'est ce qu'on dessus? appelle le trac. Le trac, c'est un mélange d'adrénaline, volonté de ne pas décevoir, Mhm. de conscience du moment qu'on va vivre, qui peut être un moment unique, qui va être un moment De unique. pleine conscience du coup, hein. Exactement. Et donc, on prend conscience de tout ça et on a une forme de vertige en se disant, est-ce que je vais être à la hauteur? Mm. Est-ce que je vais y arriver? Et c'est ce qui fait qu'on monte sur scène à chaque fois, porté par cette espèce d'adrénaline. Même à votre niveau, vous vous dites ça. Et Ah oui, c'est vraiment. important, c'est ce qui permet de se C'est remettre en essentiel. question. C'est Enfin, absolument. Et je dis toujours, le jour où le trac s'en va ou qu'il disparaît, en tout cas en ce qui me concerne, ça voudra dire alors que l'intérêt pour la chose est diminué, il faudra sérieusement penser à arrêter. Parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il n'y a plus cette espèce d'envie. mm. Sans l'envie, il n'y a plus le partage, il n'y a plus le... C'est comme si vous allez voir des amis et puis qu'au bout d'un moment, vous les voyez, mais vous les écoutez plus, vous n'êtes plus là, c'est pas la peine d'aller les voir dans ce cas-là. Très sincèrement, vous vous voyez faire autre chose, Renaud Pas Capuçon? vraiment, non. Enfin, je fais beaucoup d'autres Un choses. jour, Parce que oui, bien je sûr. joue, je Vous programme dirigez plusieurs aussi. festivals, je dirige. Donc, mais tout ça et la musique. Et à part ça, non, je pense que, en tout cas, la question ne se pose pas. Très bien, mais tant mieux pour nous. Il y a une belle histoire aussi avec votre instrument, votre violon, qui est vraiment un instrument particulier. Vous pouvez nous raconter? Mais c'est un violon de 1737 qui a été construit par. Ce qui est fou, on se dit, mais Oui, c'est c'est complètement dingue. insensé. Ouais. Et plusieurs siècles. Il a été fait par Guarnerius del Gesù à Crémone. Et il a été joué par de nombreux violonistes, dont Isaac Stern, qui l'a joué lui-même 50 ans. Et donc, pareil, il y a une sorte de passation, même si il est décédé quand moi je le joue, et donc il n'a pas su que j'avais son violon. Mais on passe d'un violoniste à l'autre. Si vous voulez, un violon, même si vous en êtes l'acquéreur, ce qui est le cas maintenant de ce violon qui m'appartient, euh, il vous appartient jamais vraiment, puisque la sonorité, elle appartient à ceux qui l'écoutent. Et ça, c'est très beau, parce que je sais qu'un jour, ce violon sera joué par un autre violoniste et qu'il il ira partout dans le monde avec quelqu'un d'autre que moi, j'espère le plus tard possible. Mais c'est très beau de savoir qu'on est finalement une sorte de on est un lien sur un grand, grand fil comme ça. Et c'est avec ce violon, ça a été une rencontre merveilleuse, ouais, vraiment. C'est Là mon aussi, partenaire de vie. vous en souvenez? Vous l'avez choisi, là, pour le Là, coup. je l'ai Là, choisi. ouais. Je dirais qu'on s'est choisi parce que un instrument, c'est un peu comme un animal sauvage. Il y a une, j'en ai essayé d'autres qui m'ont pas parlé comme celui-là. Et celui-là, il m'a donné immédiatement des émotions et il m'a fait surtout. Enfin, j'ai compris immédiatement que grâce à cette sonorité, j'arriverai à exprimer ce que je rêve d'exprimer depuis toujours. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette sonorité? Sonorité Pour des suave, novices. ambre, Ouais. extrêmement veloutée, extrêmement chaleureuse, assez masculine, une sonorité, oui, mais tendre à la fois. Et ça correspond à tout ce que j'ai toujours cherché sur les autres instruments. Donc là, Et un- j'avais ça à portée de main. Et ça me donnait aussi, c'est un violon qui m'aide à creuser la sonorité. J'ai l'impression que c'est comme si c'est comme une palette de couleurs sans fin. C'est comme si j'étais un peintre et qu'on m'offre des couleurs en permanence, renouvelées, des épaisseurs différentes, des qualités de gouache complètement différentes qui feraient qu'on peut, et des tailles de pinceau à l'infini qui font on a une infinie possibilité de création. Mais 1737, ça s'arrange, ce violon. Est-ce qu'on le répare? Est-ce qu'on change voilà, les Oh oui, les cordes? cordes, on les change très souvent, on les change tous les mois, mais une corde, ça n'a aucune valeur. Ce qui a la valeur de l'instrument, c'est vraiment la caisse de bois et l'âme du violon et puis le vernis qui est d'origine. Hmm. Donc oui, on l'amène chez le luthier régulièrement. On le sent immédiatement quand il va pas bien, la sonorité elle est un peu voilée. Comme Donc un animal, voilà, on sent qu'il y a un problème, on l'emmène chez le luthier. chez le vétérinaire ou chez le luthier. Ok. Exactement. Renaud Capuçon, invité du son de la scène, on demande à chaque invité de choisir une chanson, une musique en tout cas. Quel est votre choix et pour quelle raison? J'ai choisi le troisième des quatre derniers leaders de Richard Strauss, Beim Schlafen gehen, qui a été écrit sur les bords du lac Léman. Il a été écrit dans une chambre au Montreux Palace, je crois d'ailleurs, euh, avec une vue sur le lac incroyable. J'aime cette musique parce que c'est une musique crépusculaire, une musique à la fois d'un compositeur qui est à la fin de sa vie, mais il y a une forme de... C'est comme une sorte de testament aussi dans cette musique, et puis c'est tout simplement d'une immense beauté. Et moi j'ai eu la chance de jouer cette œuvre
avec Abado quand j'étais jeune violoncelo de l'orchestre Gustave Mahler, j'avais 20 ans. Et c'est une musique qui me porte depuis. Et autour du lac Léman, il y a des montagnes. Absolument. Vous voyez qu'on y revient.
Renaud Capuçon, invité du Son de la Scène avec les théâtres. Renaud, à quel moment, je me posais cette question-là, arrive la notoriété pour vous? Je dis pas forcément en... Jamais. La notoriété d'un musicien classique, elle Quand, même- n'existe jamais. Non, mais quand on très dit Renaud sérieusement, Capuçon, même les gens qui connaissent rien à la musique classique vous connaissent. Ah, peut-être. Moi, je suis très humble avec ça, parce que pour avoir rencontré des vrais stars, des vraies personnalités extrêmement connues, qui sont comme Beyoncé, ou comme, voilà, là, on a vous les avez affaire à rencontrés. la notoriété. Ouais, ouais. Et là, on a vraiment affaire à la super notoriété, et on se rend compte que c'est formidable d'être pas connu, en fait, parce qu'on est tranquille. Voilà, c'est ce que je veux Renaud dire par là. Capuçon n'est pas célèbre. Non, vraiment, à cette échelle-là, pas du tout. Et j'en suis très très heureux. Après, la notoriété dans le monde de la musique, il est venu très très progressivement et de façon très échelonnée. Donc c'est pas échelonné, mais comment dire, Par étapes. par étapes. Et c'est ce qui est très bien. Donc je pense que c'est très dangereux pour un jeune musicien d'être immédiatement reconnu très 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 jeune, même si Mm. c'est que dans le milieu classique, parce que parfois il y en a qui résistent pas et qui tombent dans les pièges de la notoriété. Parce que la notoriété, elle peut être dangereuse à des niveaux très très différents. Et vous avez des gens qui sont très connus dans leur rue et qui déjà commencent à avoir la tête Mm. qui enfle, et d'autres qui peuvent être connus interplanétairement et rester simples. Et je pense que, en fait, c'est pas un sujet pour moi. Le sujet, c'est d'être dans la musique. Si par cette notoriété dont vous parlez, je peux faire accéder au maximum de gens à la musique, j'en suis heureux. Mm. S'ils ont du plaisir à m'entendre, ça me fait plaisir aussi. Mais moi, ce qui m'importe, c'est d'être dans le cœur du réacteur de la musique. C'est Mm. ça qui m'intéresse, de mettre en permanence, d'être en permanence dans cette construction sonore, d'aider énormément les jeunes, de jouer avec eux, de les porter, de les voir évoluer. Ça, c'est réjouissant. Et la notoriété, de toute façon, vous savez, elle vient, elle s'en va, elle revient. Donc si vous êtes accroché à ça, vous avez beaucoup de chances d'être malheureux. Mm. Vous l'avez déclaré d'ailleurs dans l'un des articles que j'ai pu lire, notamment dans ce monde médiatique, partageant votre vie avec Laurence Ferrari. Ça a été un peu compliqué parfois, les critiques, ou voilà, que vous trouviez... Oui, c'est normal. On peut pas en peut pas être vouloir aux indifférent non gens. plus. Voilà, à Ouais. partir du moment où j'épouse quelqu'un qui est sur le devant de la scène médiatique, j'ai fait partie de cette espèce d'élan de- d'une presse que je ne connaissais d'ailleurs pas du tout, qui parlait de moi comme la personne qui vit avec Laurence Le mari Ferrari. d'eux. Même pas le mari d'eux. Au début, j'avais même pas de nom de famille. C'était assez drôle. Euh, Assez, pas traumatisant, mais assez choquant au début pour moi, pendant quelques semaines. Et puis j'ai tout de suite compris que voilà, c'était pas mon monde et que ça passerait. Et effectivement, c'est passé. Et certainement que le milieu français musical qui m'a vu à ce moment-là, ils ont dû penser que je rentrais dans une sorte de nouvelle chose qui allait me détruire. Sauf que moi, ça m'a pas du tout ébranlé. Donc ça s'est calmé très vite. Au-delà de la musique, la politique, c'est un sujet qui vous intéresse pas mal, je crois. En ce Oui, la moment politique aussi. m'a toujours intéressé. Ben, en ce moment, Ouais, c'est pas très réjouissant. non, Non. on est au-delà de la politique, on est dans la géopolitique mondiale. J'ai toujours été intéressé par la politique de façon générale, très jeune, quand j'avais 12-13 ans, je lisais des livres de politique, c'est assez drôle, et c'est étonnant que je me sois, ou pas étonnant, c'est peut-être la vie comme ça, que j'ai épousé une journaliste politique, Ouais. Quand même, quand il même, n'y a pas de hasard là non on est plus. d'accord. Je voulais aussi vous demander s'il y avait eu dans votre carrière, parce qu'on le pose souvent aux femmes, et je dis pourquoi pas aux hommes, devenir père. Vous avez dit que ça a été un choc incroyable, c'était un Oui, chaos. énorme, Est-ce que énorme. pas personnellement, mais vraiment professionnellement, ça a changé quelque chose dans, je sais pas, votre interprétation de Ah la oui, musique, par clairement. exemple? Clairement, il y a avant et après. Comme il y a dans la vie d'un homme, la rencontre avec la personne qu'il aime, c'est un changement. Mais je dirais que le fait d'être père est un changement beaucoup plus thermonucléaire, même si c'est pas vraiment le En ce mot à moment. employer en ce moment. Mais c'est un changement majeur. Vous êtes tout d'un coup dans vous n'êtes plus simplement centré sur vous, pas de manière néfaste, mais comme vous l'êtes avant. Mais vous êtes tout d'un coup centré sur votre enfant. Vous avez une descendance, vous portez dans les bras. C'est extraordinaire et ça change, oui, énormément la façon de voir les choses, même si vous restez le même musicien. Mm. Mais ça m'a donné Qu'est-ce que beaucoup ça plus de change du coup? Ouais. liberté, j'ai relativisé beaucoup de choses, je me suis beaucoup moins inquiété de concerts, j'avais une forme d'anxiété, d'être toujours prêt, etc., comme je Mm. suis toujours aujourd'hui, mais c'était presque trop. Et puis quand vous avez votre enfant qui est malade pour la première fois, vous vous rendez compte que c'est la chose la plus importante de votre Et vie. que là, c'est grave. Et que là, voilà, et donc vous rentrez sur scène avec le cœur plus léger, parce que jouer finalement un concert,
jouer un concert, c'est finalement beaucoup moins grave, Mhm. je dirais. Effectivement, la famille vous a toujours soutenu, vos parents, quand vous avez fait de la musique, enfin, ça a toujours été un soutien important. Oui, ils ont toujours été là, ils ont toujours été. Le fait qu'ils ne sont pas musiciens, je pense que ça a été une très belle chose parce que ils étaient pas. Ils nous ont beaucoup protégés en fait. Mhm. Ils ont beaucoup poussé à faire ce qu'on voulait faire. Avec Gauthier et Capuçon Exactement. notamment. Ouais. Et mon frère Gauthier, qui est plus jeune que moi. Donc, ils ont toujours été très présents, mais pas du tout comme le sont parfois des parents de jeunes musiciens qui veulent Mhm. absolument les faire exister médiatiquement. Nous, c'était pas du tout le cas. Ils comprenaient pas du tout ce milieu-là et ce monde-là. Donc, ils regardaient ça avec des grands yeux et je pense que ça nous a aussi beaucoup, beaucoup aidé. Effectivement, et à rester peut-être les pieds sur terre aussi, comme vous le Certainement. disiez. Ouais. Certainement. Votre travail, votre lien avec Dominique Bluzet, les équipes du Grand Théâtre, enfin des théâtres, vous en avez parlé, il est essentiel, il est devenu amical là. C'est Ah vraiment, oui, bien sûr, mais quand là j'arrive aussi ici, c'est j'ai notre l'impression, famille. c'est absolument, j'ai une famille ici à Aix-en-Provence, qui est cette famille de cœur du Grand Théâtre, et je le sens immédiatement, je le sens même avant de venir, le moment où je vais installer mes valises pour 15 jours ici, c'est un moment de bonheur, parce que je sais que je suis entouré de gens que j'aime, le travail se passe, alors c'est très intense, on travaille beaucoup, mais c'est avec des vrais professionnels, et puis je sais que je vais accueillir, avec Dominique, on va accueillir pendant 15 jours des musiciens qu'on a choisis, qu'on a voulu inviter. Donc c'est merveilleux, c'est une forme de... le soir, on écoute des concerts qu'on a voulu avec des œuvres qu'on a choisies. Ouais, c'est franchement extraordinaire. Et un public aussi qui est toujours de plus en plus large, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur, en tout cas votre volonté et celle des théâtres, c'est vraiment d'aller transmettre la musique classique, de montrer qu'elle a changé, Oui, qu'elle est, qu'elle a changé, oui et non, enfin parce que la plus ou musique, moins, elle n'a pas changé depuis Mozart les reste Mozart. interprètes Mais peut-être, c'est vrai mais que les interprètes, j'ai l'impression aujourd'hui, se prennent peut-être un peu moins au sérieux qu'à l'époque. Il y a une plus grande volonté de faire passer la musique de façon plus simple, peut-être, et pas compassée. Ce qui a beaucoup, je pense, ça a beaucoup détruit le rapport entre l'interprète et l'auditeur. Je pense qu'on a trop cherché à vouloir être exclusif. Alors, sans tomber dans l'excès inverse, que je ne supporte pas non plus, j'aime pas c'est le. quoi l'excès Bah, inverse? l'excès inverse, c'est d'amener aux gens, sous prétexte de démocratisation de la musique classique, de leur montrer n'importe quoi. Ça, je trouve ça assez criminel, sans employer ce mot-là. Je trouve ça dangereux. Je pense qu'il faut être sur une ligne musicale, Mm, d'exigence, d'excellence. Et cette excellence et cette exigence, elle est partageable pour tous, mm, d'un enfant de 4 ans jusqu'à quelqu'un de je ne sais pas quel âge, quelles que soient les catégories sociales. À la fois un grand mélomane ou quelqu'un qui n'aurait jamais entendu une œuvre, il faut jouer de la même façon. Et mm. il ne s'agit pas de s'abaisser ou de faire des choses adaptées, soi-disant, au public. Je pense que bien sûr qu'on fait des programmes pour les enfants, bien sûr, ça c'est autre chose. Se Mais mettre à la portée je veux d'eux, dire c'est qu'on ne joue pas différent. moins bien Ouais. dans un petit endroit parce que les gens n'ont jamais entendu de la musique. Moi, j'ai le même niveau d'exigence dans une des plus grandes salles de concert au monde que dans une petite église dans le fin fond de la Creuse. Ouais, c'est important aussi d'être C'est sur les essentiel, territoires, bien évidemment. Et ça se passe à Aix, le festival de Pâques est ici, donc c'est absolument. important et pas forcément à Paris. Quel est peut-être l'un des plus beaux compliments qu'une personne du public vous ait fait? Ben, c'est quand on sent l'émotion, quand il n'y a pas forcément de mots, mais quand on voit dans les yeux des gens ou des larmes, ou qu'on on sent l'émotion ou au contraire la joie. Sentir un public heureux, c'est merveilleux. Sentir un public silencieux après un concert parce qu'il est bouleversé, c'est le plus beau cadeau, Mm. vraiment. Et l'une des remarques les plus étonnantes, c'est aussi, Pff, il y en a il y en a, tellement, il y a des il y en a choses, quelques-unes. il y a des choses surréalistes. Vous avez des gens qui viennent vous voir en vous disant, en vous parlant d'un collègue, en disant, vous le connaissez, lui, il est génial. Et Un collègue musicien. ouais, c'est très sympathique, mais vous venez de jouer. Donc il y a des choses étonnantes parfois, ou des gens qui viennent vous dire, j'ai pas du tout aimé votre concerto, ou d'autres qui viennent vous dire, vous venez de jouer un concerto de Mozart et ils viennent vous voir en disant, je déteste Mozart. Non, il y a toutes sortes de choses. On pourrait écrire un petit recueil de toutes ces. Mais pourquoi pas? Mais la plupart du temps, ce sont des gens qui viennent pour. C'est jamais agressif. Ils viennent pour parler d'eux souvent. C'est des gens qui viennent pour certains viennent pour dire qu'ils vous ont vu, d'autres vont venir vous voir parce qu'ils ont vraiment envie de vous voir, d'autres ont un vrai message à vous dire, d'autres ont certainement des choses à vous dire mais ils sont trop timides, ils vont jamais oser, donc c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a vraiment un jour, un concert où vous vous êtes trouvé un peu loin du plaisir de jouer? Est-ce que Ça arrive, ça arrive, ça? ça arrive en général assez peu, mais ça arrive quand il y a une conjugaison de grande fatigue.
euh, de circonstances complexes, je sais pas, un voyage qui a duré avec une grève, et on n'arrive pas dans les bonnes conditions, j'ai pas pu faire ma sieste, j'ai pas pu me concentrer, ou il y a une chose dans ma famille qui cloche, mon enfant qui est malade, ou il y a quelque chose qui est compliqué et qui me tient vraiment. Dans ce cas-là, ça peut Vous n'êtes être. pas libre à ce moment-là. On revient à la Exactement. liberté sur scène, Euh, ouais. Absolument. Et dans ce cas-là, oui, il peut y avoir un moment où on est un peu en déconnexion, mais c'est très très rare dans l'année et je lutte pour que ça ne se passe pas. Vous avez parlé du soutien aux jeunes musiciens. Renaud Capuçon, c'est un travail qui fait vraiment partie de votre existence aujourd'hui. Pour quelles raisons c'est si important pour vous? Bah, c'est essentiel, comme quand on apprend à un enfant, à son enfant à marcher, à parler, à lire, à écrire. On n'attend pas des félicitations des voisins, quoi. C'est juste normal. Donc c'est la même chose en tant que musicien. J'ai des jeunes qui sont proches de moi, que j'ai envie d'aider, comme moi j'ai été aidé à l'époque, et ça fait partie de voir des jeunes s'envoler, de les voir décoller. Ce soir, je joue avec une jeune violoniste qui est nommée dans la catégorie Jeune Talent, Manon Gallic, que je trouve formidable et que je connais depuis maintenant plus d'un an. De jouer avec elle, c'est une façon modeste de lui, comment dire, de l'entourer, de lui dire bah, je suis là, quoi. Voilà, Mm. si tu as besoin de moi, je suis là. Et de le faire aussi physiquement, c'est-à-dire que je joue avec elle. C'est pas simplement de dire elle est formidable, mais le Mm. fait de jouer avec, ça engage aussi. Et Parce que partager un moment, oui. voilà, c'est pas simplement de faire jouer les gens, mais de jouer avec eux, de partager la scène. Et moi, j'ai appris énormément en jouant au contact de Abado, de Barenboim, de Argerich, de tous ces géants. Et je suis pas en train de me comparer à eux, mais je me dis que dans une proportion d'âge, maintenant, je passe pas la catégorie des vieux, mais j'ai Les 46 sages. ans. Les sages. Non, mais j'adore jouer aussi avec des gens plus âgés que moi. Mais la transmission est essentielle. Oui. Quel compositeur ou compositrice vraiment aimez-vous Bah, particulièrement s'il y en a jouer? un qui ressort toujours, c'est Brahms, parce que j'ai beau le laisser revenir, je reviens toujours avec un bonheur infini à jouer Brahms, mais je ne peux pas ne pas citer Bach, Beethoven, Mozart, Schubert, vraiment Les les classiques, en grands fait. Ouais. classiques, et tant d'autres, Richard Strauss ou Debussy ou Ravel aussi. Et lequel vous donne le plus de fil à retordre? Si vous en avez encore Oui, aujourd'hui, il y en a Renaud. Ouais. beaucoup. Je dirais tous ces compositeurs, selon les périodes, vous avez Schubert notamment, il faut vraiment Schubert ou Mozart, il y a une telle finesse, il faut être dans une espèce d'état, il faut être totalement léger, il faut avoir l'âme légère pour être capable de jouer Mozart. Et si vous êtes contrarié aussi, en fait, en ce qui me concerne, si je suis pas bien, si je suis angoissé par je ne sais quoi d'autre, c'est très compliqué de jouer Mozart. Mm. Donc dans ce cas-là, il faut faire un travail de mini-thérapie personnelle avant de rentrer sur scène pour. Non, c'est très spécial. C'est Mais ce que vous faites, un peu de méditation? Non, je sais pas. non, je fais Non, pas de pas du tout. Non. méditation, mais j'ai mes méthodes qui sont basées sur la sieste, la concentration, une façon de me sentir libre, quoi. Mm. Encore la liberté. Il y a liberté et amour qui reviennent quand même beaucoup dans tout ce qu'on se dit depuis quelques minutes. Renaud, je crois que vous avez choisi un poète de l'amour, justement, Et de la et de la liberté. liberté. Oui, ça Donc c'est tombe bien. bien. Il y a un petit peu de logique dans cette émission quand même, Oui, et dans ce podcast. moi, je suis depuis toujours. J'ai une grande passion pour les surréalistes. euh, et Pourquoi, tiens? parce que j'ai découvert très très jeune et parce que j'ai dévoré d'abord tout Éluard, puis Breton, puis Man Ray, puis euh, tous les René Char, enfin, énormément de personnes de ce groupe des surréalistes qui me fascinaient avec toutes leurs extravagances aussi. Et aujourd'hui, moi, je pense que j'avais 17 ans, donc j'avais cette espèce de fascination pour aussi ce mouvement-là qui me paraît aussi aujourd'hui parfois un peu extrême et un peu étrange par certains côtés, mais ce qui est clair, c'est que le talent de tous ces gens était incroyable, notamment d'Éluard. Et je vais vous lire En vertu de l'amour. J'ai dénoué la chambre où je dors, où je rêve, dénoué la campagne et la ville où je passe, où je rêve éveillé, où le soleil se lève, où dans mes yeux absents la lumière s'amasse. Monde aux petits bonheurs sans surface et sans fond, aux charmes oubliés sitôt que reconnus, la naissance et la mort mêlent leur contagion dans les plis de la terre et du ciel confondus. Je n'ai rien séparé, mais j'ai doublé mon cœur. D'aimer, j'ai tout créé, réel, imaginaire. J'ai donné sa raison, sa forme, sa chaleur, et son rôle immortel à celle qui m'éclaire. C'est beau, ça. C'est effectivement une déclaration d'amour, Ouais, vous? c'est une belle déclaration d'amour. Ah oui, carrément. Vous l'avez déjà faite? Joker. J'ai essayé. Vous lisez des poèmes à votre fils? Je lui lis parfois des poèmes, il aime beaucoup la poésie.
Et je lui ai expliqué très tôt les rimes croisées, embrassées, les alexandrins, etc. Ça l'a beaucoup amusé. Et je sais qu'il a une faculté d'apprendre les poésies par cœur qui me fascine. Il les lit une fois, il les sait. Donc, ce qui m'impressionne dans la poésie et ce qui me touche, c'est que c'est de la musique. Et si on suit le rythme des mots, on a de la musique. Et je trouve ça, en tout cas chez Éluard et d'autres, hein, chez Hugo, chez Etsetsaïeva, chez tellement de poètes ou Aragon, on a cette espèce de musique. Et moi, j'entends, en fait, au-delà des mots, j'entends de la musique d'abord. C'est lui qui vous lira des poèmes bientôt, qui vous récitera J'espère. des poèmes. Un dernier mot, Renaud Capuçon, pour terminer cet échange. On pose la question à tous nos invités. Qu'est-ce qu'un artiste ? Un artiste, c'est quelqu'un qui est capable d'exprimer par son art, en l'occurrence en ce qui me concerne la musique, les sentiments les plus profonds, que ce soit la douleur, la joie, la peine. Et je pense qu'un artiste doit être relié à son temps, relié à son époque, et en lien vraiment, enfin, à la fois les pieds sur terre pour être connecté à son époque, et la tête dans les nuages pour arriver à faire rêver. Au-dessus de la montagne, par exemple. Par exemple. Pour clore ce moment. Merci beaucoup, Renaud Merci à vous. Capuçon. Merci à vous d'avoir été dans le son de la scène, à réécouter évidemment sans modération sur toutes les plateformes. À bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter un épisode du Son de la scène. Rendez-vous prochainement pour une nouvelle rencontre artistique. Et d'ici là, retrouvez toute notre actu sur notre site internet www.letheatre.net et sur nos réseaux sociaux.